Salut les baroudeurs. Si je vous demandais quelle est l'aventure la plus angoissante, la plus traumatisante que vous ayez vécue durant vos voyages, qu'est-ce que vous me répondriez? Je me suis posé la question récemment en faisant des recherches pour mes futures vidéos et je pense que ça serait quand je me suis retrouvé au sommet du Piton des Neiges en t-shirt, à passer la nuit et je me suis réveillé avec un petit peu de la glace partout. Je pense que c'est la fois où j'ai le plus risqué ma vie pour rien. Et l'aventure dont je vais vous parler aujourd'hui, on va dire l'aventurier plutôt, son histoire est à des millénaires de la mienne. C'est-à-dire que en parlant de traumatisme et de risquer sa vie, on est sur un bon level. La première histoire qui m'a marqué se passe au large des côtes du Nigeria, à peu près à 32 km de distance, et notre protagoniste du moment, Harrison Okene, est parti avec son équipe de 12 personnes environ pour aider un pétrolier. Donc eux, ils sont à bord d'un remorqueur, c'est un petit bateau relativement puissant qui permet d'aider à manœuvrer les plus gros bateaux, et là en l'occurrence leur mission c'est de réussir à stabiliser le pétrolier. Malheureusement c'est travail de routine pour eux, comme vous vous en doutez, il va partir en cacahuète. Il est 5 h du matin, quand des vents violents commencent à se lever, l'océan commence également à se déchaîner, malmenant notre équipage qui reste somme toute en toute confiance, habitué à ce genre d'événements météorologiques. D'ailleurs tellement habitué que notre cher Okene va tranquillement aller, pépouze, poser une pêche aux toilettes, se disant que c'était le moment le plus opportun, en pleine tempête, pour faire ça. Et malheureusement, en fait, à ce moment-là, exactement, lorsqu'il se retrouve aux toilettes, une vague beaucoup plus puissante que les autres vient frapper de plein fouet leur bateau et le fait chavirer. Là, Okene commence à prendre conscience que ça pue du cul. Il dégage des toilettes, il se hâte vers l'une des sorties du bateau. Malheureusement, elles sont déjà toutes condamnées par les quantités d'eau qui sont en train de rentrer dans le bateau, justement. Il voit même d'ailleurs certains de ses collègues se faire emporter par les flots, jusqu'à ce qu'au même moment, lui-même se fasse emporter par l'une des vagues qui l'emmène dans une cabine du bateau. Là, il se retrouve totalement bloqué dans cette cabine, la puissance de l'eau l'empêche de pouvoir avancer, essayer de sortir, et l'eau continue de monter, sachant que le bateau à ce moment-là est en train de couler. C'est au bout de ce que j'imagine des effroyables minutes que l'eau finalement s'arrête de monter, laissant à Okene un espace d'air dans lequel il peut éviter la noyade et survivre un moment. En effet, le bateau vient de toucher le fond à ce moment-là, alors Okene ne le sait pas encore, mais il est situé à 30 mètres de profondeur. Il se briconne une petite plateforme avec ce qu'il trouve dans la cabine, un bout de planche, un matelas, il les superpose, il se pose dessus afin de pouvoir justement éviter l'hypothermie, en tout cas de manière partielle. Il a quand même de l'eau qui arrive jusqu'à la taille, mais ça lui permet d'éviter de se refroidir trop rapidement. Habitué à l'océan, il pense qu'il est à peu près situé à 50-100 mètres de profondeur. Il sait qu'il peut pas remonter de lui-même à la surface, du coup il lui reste qu'une seule solution, c'est de prier que les secours arrivent à temps avant qu'il meure. Imaginez-vous le traumatisme de cette situation. Vous êtes au fond de l'eau, vous avez aucun moyen de pouvoir remonter. Vous êtes dans le noir complet, parce que forcément, il n'y a plus d'électricité à ce moment-là. Le bateau est à l'envers, vous êtes complètement désorienté, vous êtes trempé à moitié dans l'eau pendant plusieurs heures, dans l'eau de mer en plus, et vous n'avez rien à manger, rien à boire, rien du tout à votre disposition et vous savez même pas si on va venir vous secourir à temps ou pas. D'ailleurs, lui-même dit que tout ce qui l'entourait, c'était du noir et beaucoup de bruit. Il entendait d'ailleurs, c'était le plus traumatisant pour lui, les poissons aux alentours, les créatures marines en train de dévorer les corps, les cadavres de ses collègues noyés. Mais malgré tout, ces prières vont être entendues et c'est au bout de 60 heures, donc de quasiment 3 jours, que les secours vont enfin pénétrer à l'intérieur de l'épave à la recherche finalement des corps pour pouvoir les apporter aux familles des victimes, sans s'attendre à un seul moment à retrouver une personne encore vivante à l'intérieur de l'épave. Ça s'entend d'ailleurs sur la vidéo qu'ils ont postée sur internet les secouristes, on peut entendre l'étonnement de découvrir encore quelqu'un de vivant à ce moment-là. What's that? Okay. Alright, you found one, yeah? He's alive! Okay. Et là, forcément, c'est le soulagement dès qu'il aperçoit de la lumière, qu'il voit les secouristes arriver. Pour lui, c'est bon, il est sorti de la merde. Et en fait, pas encore. Parce que du coup, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il est à 30 mètres de profondeur, qu'il a passé 60 heures dans un endroit confiné, avec de l'air qui s'est comprimé, et que du coup, s'il remonte directement à la surface comme ça, il va en mourir. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait plus grand-chose comme air. D'après les secouristes, il devait rester à tout casser 2 heures d'oxygène pour survivre, sachant que Okene s'était déjà bien empoisonné avec le dioxyde de carbone qu'il avait lui-même rejeté dans la cabine. Du coup, pour le faire sortir de l'épave, les secouristes l'équipent de matériel, et là, c'est la première session de plongée de Okene, dans un état de santé plutôt lamentable, on va pas se le cacher, et je pense pas que sur le moment c'était le kiff. Une fois sorti de l'eau, Okene devra encore rester 5 jours dans un caisson hyperbare afin d'éviter les lésions cérébrales, et c'est seulement à l'issue de ces 5 jours qu'il retrouvera enfin sa femme et sa famille. Il se dit d'ailleurs qu'il s'est lié d'amitié avec son sauveteur, une très belle amitié a priori, et que afin de vaincre son hydrophobie qui est née à travers cette aventure,
il a décidé de quitter son poste de chef cuistot pour devenir plongeur. Notre prochaine histoire se déroule en Amérique. Aaron Ralston, alpiniste chevronné, se rend dans les canyons de l'Utah sans prévenir personne, ni sa famille, ni ses amis, de ce qu'il va faire et de où il se rend. Grave erreur. Il emporte avec lui quelques affaires d'escalade, une caméra, un couteau, une petite frontale, ainsi que 2 burritos et une gourde d'eau. Au bout de quelques kilomètres dans le canyon, il se retrouve face à une faille dans laquelle il s'engage. Le passage devenant de plus en plus étroit, Aaron décide qu'il va escalader, il voit qu'il y a certaines prises sur lesquelles il peut s'accrocher, ça sera relativement facile. Et c'est précisément ici que tout va basculer. Aaron va prendre appui sur un rocher qui est situé entre les 2 parois, un gros rocher, et en fait, à cause de son poids, Aaron va le faire pivoter et le faire basculer. Il va dégringoler toute la faille en redescendant, avec le rocher qui le suit de très près. Par réflexe, il met ses 2 mains, le rocher tape contre les parois, tape dans sa main gauche, pour finalement finir sa course entre la paroi et sa main droite, lui écrasant totalement le bras et le bloquant. Il est coincé, totalement pris au piège. Encore une fois, imaginez cette situation totalement abominable. Être au fond d'une faille, en plein canyon, dans un désert, vous pouvez gueuler autant que vous voulez, personne ne pourra vous entendre, personne va passer par ici, et vous avez le bras qui est coincé sous un rocher de 300 kg, complètement broyé, vous avez la douleur insoutenable, et vous savez pas comment partir d'ici. Il le dira d'ailleurs lui-même, vu qu'il a un couteau suisse dans sa poche, la première chose à laquelle il pense, c'est de se couper le bras. Mais il y a un monde entre penser à le faire et réussir à passer à l'action. Au contraire, il va plutôt utiliser son couteau pour commencer à gratter le rocher afin de pouvoir enlever un petit peu de matière et essayer de faire en sorte que son bras puisse se dégager. Mais évidemment, ça va pas fonctionner, le rocher est tellement énorme, le couteau il est minuscule, ça n'enlève rien du tout, il n'arrive pas à se dégager. Au début de la seconde journée, donc là ça fait déjà 1 jour qu'il est coincé dans cette faille, il va utiliser son matériel d'alpinisme pour essayer de créer un système de poulies afin de essayer de soulever de rocher ou de faire quelque chose. Mais encore une fois, ça sera en vain, le rocher ne bougera pas d'1 millimètre. Concrètement, il va essayer durant 5 jours et 6 nuits de se dégager. Il va utiliser toutes les idées qui lui passent par la tête pour essayer de s'extirper de cette situation. Vous imaginez bien que ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure que les jours passent. La nuit, il fait 7 degrés, le mec est en short t-shirt, et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est plutôt déconseillé quand on se rapproche des 0 degrés. Il se mange de la pluie, évidemment, il peut pas dormir, et en plus, à chaque action qu'il fait pour essayer de s'extirper de cette situation, ça lui consomme énormément d'énergie, de l'énergie qu'il peut pas récupérer, parce que il n'a que 2 burritos, donc il se rationne un maximum, et également l'eau, il a décidé, avec ses 1 litre, donc on se met seulement une gorgée toutes les 90 minutes à peu près. Enfin bref, c'est un calvaire à ce moment-là qu'il est en train de vivre, une vraie lutte pour sa survie qui se passe dans sa tête. Finalement, après avoir tout essayé, sa première idée qu'il avait mis de côté devient finalement son dernier recours, c'est-à-dire utiliser son couteau suisse pour se découper le bras. Le mec songe à se découper le bras avec ça. Genre, j'ai déjà du mal à couper un steak avec ça, j'ose même pas imaginer réussir à couper le bras, les tendons, l'os, enfin tout quoi, non, improbable. Même une fois qu'il aura tout coupé, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre énormément de sang, comment il va sortir de cette situation? Enfin bref, c'est un dilemme auquel il est confronté, et pourtant, vous savez quoi? Il va quand même le faire. Il va utiliser son matériel pour se faire un garrot, va ouvrir son couteau, et va commencer à découper la chair. Mais la lame est d'une telle mauvaise qualité qu'il n'arrive même pas à s'entailler le bras correctement. Il est obligé de se rendre à l'évidence qu'en fait, même cette solution, n'en est pas une finalement. Le désespoir s'empare alors de lui. Il sort sa caméra qu'il avait emmenée avec lui, il la pose devant lui et commence à se filmer. Il récite quelque chose pour ses proches. Si jamais quelqu'un trouve la caméra, il demande à ce qu'on puisse ramener la caméra à ses proches pour qu'ils puissent avoir le message. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure, but I would appreciate it. À ce moment précis, ça fait 5 jours que Aaron Ralston est coincé dans cette faille. Son bras commence à pourrir, il commence à délirer, il a des hallucinations, et il s'imagine en train de danser dans le salon avec son enfant. Et soudain, il se ressaisit, il est pris d'une rage folle. Il va faire levier avec son propre corps pour pouvoir se briser les os de son avant-bras. Il va ensuite prendre avec rage encore une fois le couteau pour pouvoir se charcuter un maximum la main. Il va planter dans la chair un maximum, il va se couper les nerfs. Il va utiliser ensuite la pince pour pouvoir arracher les tendons jusqu'à finalement réussir à se délivrer. Voilà pour les détails. Mais à ce moment-là, il est toujours pas sorti d'affaire. Il se fait un garrot, il se fait une attelle avec les moyens du bord, et maintenant il doit en plus rejoindre son véhicule situé à 13 km de marche.
Le mec, avec une seule main, avec le calvaire qu'il vient de vivre, il va descendre en rappel le canyon sur lequel il était monté, pour ensuite entamer une petite randonnée matinale. Finalement, c'est au bout de 10 km environ, de 5 heures de marche, qu'il va tomber sur une famille de randonneurs. Ils vont lui venir en aide, et finalement, après avoir passé 5 jours et 6 nuits dans une faille, à se découper le bras lui-même, complètement déshydraté, affamé, et dans un état, on va dire, lamentable, les secours vont enfin arriver pour l'aider. Par chance, sa famille, ne le voyant pas revenir, avait déjà appelé les secours, les recherches avaient déjà commencé, ils avaient retrouvé sa voiture et donc les secours étaient pas très loin de sa position. Depuis, Aaron Ralston a retrouvé une vie normale, ou presque. Il a une prothèse en forme de pince qui remplace sa main droite, et cette incroyable histoire lui a surtout servi de leçon. Il ne pratique plus les sports extrêmes, et donne désormais des conférences et conseille les militaires mutilés. Pour cette troisième histoire, nous nous rendons cette fois-ci dans la région du Chiapas, au Mexique. José Salvador et son collègue Cordoba s'en vont pêcher au large des côtes dans leur frêle embarcation qui mesure à peine 7 mètres. On sent déjà venir la catastrophe, hein. Une frêle embarcation de 7 mètres, c'est pas énorme, surtout qu'ils ont prévu de pêcher 500 kilos de poissons. Bah justement, c'est 30 heures plus tard et les 500 fameux kilos de poissons à bord que le calvaire commence. Sur le chemin du retour, ils sont pris par un énorme orage qui commence à malmener leur esquif, qui fait inlassablement s'engouffrer les vagues. Heureusement, José Salvador est un loup de mer aguerri et il a l'habitude de ce genre de situation comme beaucoup de marins. Il rassure son collègue Cordoba qui lui est beaucoup moins à l'aise et se dirige en non-stop en direction des montagnes qu'il arrive à peine à apercevoir à travers les puits diluviens. Il estime qu'ils sont à peu près à 20 km des côtes lorsque soudain, tel dans un mauvais film, le moteur se coupe. Là, c'est pas la même. Le matériel électrique est noyé, le moteur s'est coupé, il n'a pas d'ancre pour éviter de partir à la dérive. La situation devient plus que critique, les deux acolytes n'ont plus aucun pouvoir sur leur embarcation et vont se laisser à dériver au gré des vents et des vagues durant 5 jours. La tempête durera 5 jours. Épuisés, les deux hommes vont malgré tout lutter durant ces 5 jours de toute leur force afin de pouvoir survivre. Ils vont passer par-dessus bord les 500 kilos de poissons qu'ils avaient pêchés il y a quelques jours et ils vont faire en sorte de pouvoir écouper à tour de rôle l'eau qui s'engouffre inlassablement dans le bateau. C'est seulement donc après 5 jours qu'une accalmie offre enfin du repos à nos deux pêcheurs. Ils sont désormais seuls, en plein milieu de l'océan, sans une seule terre à l'horizon. À ce moment précis, commence une lutte pour leur survie, sans même une visibilité sur un potentiel sauvetage dans les jours à venir. Hameçon et appât ayant été emportés par les flots, ils vont utiliser des techniques de pêche rudimentaires pour attraper du poisson, des méduses, des tortues, voire même quelques oiseaux qui viennent se poser sur le bateau. Ils vont les manger crus, ces animaux, et ils vont utiliser le sang des plus gros bestiaux pour pouvoir s'hydrater. Au rythme de leur dérive, ils vont tomber sur différents détritus qu'ils vont réutiliser afin de pouvoir par exemple stocker l'eau de pluie, ou de pouvoir entre guillemets varier leur alimentation. Ils vont tomber sur une brique de lait rance, ils vont tomber sur des carottes et du chou complètement pris par l'eau, mais ils vont s'en nourrir pour pouvoir survivre. Au bout de 3-4 mois, donc ça commence déjà à faire très long, Cordoba commence à montrer des signes de faiblesse. Il a des hallucinations et il est soumis à une sorte de démence. Il se laisse progressivement mourir, abandonnant un compagnon d'infortune sous le choc de la solitude qui l'attend. Un choc si terrible pour José Salvador qu'il va malgré tout garder le corps de son ami sur le bateau pendant encore environ une semaine pour pouvoir continuer de parler avec lui régulièrement, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est en train de devenir fou et qu'il trouve le courage de jeter le corps à l'eau. Cette solitude qu'il devra désormais affronter sera ponctuée quotidiennement par des hallucinations et des envies de suicide. Mais sa peur de mourir et sa foi l'empêcheront de passer à l'acte. De temps en temps, il tombe sur des bateaux au loin ou des avions qui passent au-dessus, il essaie de se manifester comme il peut, rien à faire, personne ne le voit. C'est 10 mois plus tard, après la mort de son ami Cordoba, donc 438 jours depuis leur début de la dérive, qu'il aperçoit un bout de terre à l'horizon. Il croit d'abord à une hallucination et finit pourtant 1 heure plus tard face à une plage de sable fin. Il est sur les îles Marshall, situées à plus de 11 000 km de son point de départ. Il raconte qu'il s'est allongé sur la plage, qu'il a pris le sable dans ses mains comme s'il avait vu un trésor, et qu'ensuite il s'est progressivement dirigé vers les premières habitations qu'il trouvait pour pouvoir chercher de l'aide. Il est rapidement pris en charge, et à ce moment-là, il est tellement dans un piteux état qu'il sera hospitalisé pendant 11 jours avant de pouvoir rejoindre son pays d'origine et sa famille. L'aventure de sa dérive fit le tour du monde, beaucoup de personnes n'y croyaient pas, du coup des océanologues ainsi que des journalistes se sont penchés sur sa situation et n'ont pu que constater la véracité de ses propos. Il est même passé au détecteur de mensonges qui s'est révélé concluant. Du coup, aujourd'hui, José Salvador est surnommé le naufragé du Pacifique. Voilà les baroudeurs, 3 histoires totalement insolites de survivants qui ne s'entendaient à aucun moment à rester en vie. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire de, par exemple, Aaron Ralston, qui a eu un film sur son aventure, celui qui est resté coincé 127 heures avec son bras dans le rocher. Et moi je trouve toujours ça intéressant de partager ou de lire ce genre d'histoire, parce que je me demande toujours comment je serais dans ce genre de situation. Quelle serait ma réaction, et est-ce que j'aurais le courage de ces hommes de tenir aussi longtemps, 438 jours sur un bateau, ou de me découper le bras.
Voilà, dites-moi dans le commentaire si vous en seriez capable. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!